Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de NXT Vengeance Day 2023. Comme d'habitude, avant de parler du show, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut et de vous abonner. Alors, on était déjà hors Performance Center, la première fois depuis un an, depuis NXT Stand and Deliver, donc en 2022. Et ça, c'est quand même déjà trop bien, tout simplement. Vraiment, c'est une grosse avancée d'avoir des PLE à l'extérieur du Performance Center. Il y avait 5000 personnes, on était à Charlotte. L'introduction du show a été faite par Charlotte Flair, sa ville natale c'est Charlotte, donc c'était très stylé. Bref, tout était réuni, l'ambiance, le décor, il y avait un décor assez particulier pour ce show. Il y a un effort de fait pour ce show, donc tout était réuni pour avoir un gros show. Et j'avoue que la hype au tout début du show, avec ces 5000 personnes qui étaient très très chaudes, elle était assez immense. Bref, le show qui s'ouvre avec Wesley qui défend son titre de champion nord-américain face à Dijak. Je le rappelle, je donne ma note et ensuite je vous en parlerai. Ma note pour ce match, ma note sur 5 pour ce match est de 4,25. C'est la meilleure note de la soirée. Voilà, au moins vous le savez. C'est un petit spoiler, mais c'est la meilleure note de la soirée. C'est le meilleur match de la soirée. Un match assez extraordinaire. Un match que j'attendais beaucoup parce que l'histoire est plutôt correcte entre les deux, mais surtout, c'est Dijak. C'est-à-dire que Wesley, bon, c'est un bon champion pour moi et surtout par rapport à son gabarit, par rapport à sa taille, ce côté fighting champion, ça marche très bien. Voilà, on a envie de le voir se battre, on a envie de le voir affronter tous les plus gros défis et surtout gagner ces gros matchs-là. Il le fait très très bien. Il est vraiment très bon dans ce rôle d'underdog, underdog champion. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Mais ouais, j'avais hâte de voir Dijak parce qu'on ne l'a pas vu depuis longtemps dans un gros show, dans un gros match. Il a une superbe entrée. Vraiment l'entrée là, avec ses 5000 personnes, avec le monde là. Ok, là ça rendait très très bien. Ça rend très bien déjà lors de ses entrées au Performance Center. Mais là, c'est encore différent. Et le match, ouais, c'est 17 minutes, mais 17 minutes où ça s'arrête jamais. 17 minutes où les deux s'en mettent plein la tête. Il y a des prises très très dangereuses qui sont faites. D'ailleurs, je crois qu'à un moment donné, Dijak atterrit quasiment sur la tête, sur le cou, enfin, sur une sorte de Hurricanrana portée du haut du coin du ring. C'était assez dangereux. J'ai eu très très peur à ce moment-là. D'ailleurs, Dijak qui va se blesser, on ne sait pas si c'est grave ou non, mais son doigt va être tordu. Quand je dis qu'il est tordu, je ne vais pas vous montrer l'image parce que c'est violent et je sais que beaucoup n'aiment pas voir ce genre d'image. Mais le doigt est tordu. Voilà, le doigt va dans une direction où il ne devrait pas aller, en fait, tout simplement. Et bon, à ce qui paraît, c'est pas cassé, mais c'est plus disloqué. Et tant mieux. Mais voilà, c'est un gros match, c'est fort, c'est... Ouais, il y a de la puissance dans ce match. Moi, ce que j'aime, c'est ce côté David contre Goliath. Mais il est un peu inversé à certains moments. C'est-à-dire que Wesley est le champion. Donc, du coup, il a ses phases de domination. Il va soulever Dijakovic. Je me rappelle du German suplex qu'il porte avec un ponté derrière. Ouais, Wesley, il est costaud quand même. Je trouve pour un petit gabarit, il est plutôt costaud. Et donc, il va soulever à plusieurs reprises Dijak. Donc, ce truc de David contre Goliath est retourné à quelques moments, à quelques reprises. Et ça fonctionne très très bien. La fin peut faire débat avec un Dijakovic qui va vouloir sauter à l'extérieur du ring sur Wesley. Mais eh bien, il se rend compte que la réception, c'est Tony D'Angelo et Stax. Alors, on sait qu'il y a un Tony D'Angelo qui est en train de faire un face turn, qui a eu un match face à Dijakovic il y a 3-4 semaines maintenant. Et Tony D'Angelo va sauver clairement Wesley. Wesley va en profiter ensuite pour enchaîner et remporter ce match et conserver son titre de champion. C'est ce que j'avais pronostiqué. Premier bon pronostic. Mais ouais, ça peut faire débat avec cette fin, avec une sorte d'intervention qui n'en est pas vraiment une. Moi, comme je l'ai dit, j'ai hâte de voir Tony D'Angelo en tant que babyface, la face à Dijak, ça peut être pas mal. Et Wesley, pour moi, fait un excellent champion nord-américain. On enchaîne avec Katana Chance et Kayden Carter qui défendent leur titre de championne par équipe de SmackDown face à Kiana James et Fallon Henley. Ma note sur 5 pour ce match est de 3,5. Je rappelle que 3,5, c'est une bonne note. La moyenne est de 2,5, si vous savez à peu près calculer. Mais 3,5, c'est un match bon. Et j'ai trouvé ce match bon. C'est un match qui va durer 10 minutes. C'est aussi pour ça que je ne peux pas lui mettre un peu plus. J'avoue que sur le coup, j'avais mis 3,75. Avec un peu de recul, je lui mets 3,5 peut-être.
Je varie aussi, j'ajuste mes notes par rapport aux autres matchs, par rapport à ce que j'ai vu. Mais sur le moment, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce combat. J'étais intéressé, intrigué de voir justement la performance d'une Kiana James, par exemple, qui ne catch que depuis 1 an et demi. Et la voir face à 5000 personnes pour la première fois de sa carrière, j'imagine pas la pression que tu dois avoir. Et je trouve qu'elle a été très bien. Fallon Henley, elle a un peu plus d'expérience. Je croyais que Fallon Henley était une pure création du Performance Center et de la WWE, mais non, elle a catché pendant 2 ans ailleurs, il me semble. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même ici qu'elle est, entre guillemets, formée. Et pareil, elle fait une super performance. De l'autre côté, j'ai envie de dire Katana Chance et Kayden Carter, on n'est même plus surpris maintenant, c'est la meilleure équipe féminine. Je pense même qu'aujourd'hui, globalement, hommes et femmes confondus, c'est l'une des meilleures équipes chez WWE. Parce que quand je pense à équipe, je pense à Katana Chance et Kayden Carter. Ça travaille en équipe, ça fait des moves en équipe, ça fait des enchaînements en équipe. Ouais, tout est pensé en équipe. Des fois, c'est presque dans l'abus, c'est-à-dire que vraiment, il y a des prises où tu te dis, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire ça? Mais c'est pas grave, on est en équipe, on travaille en équipe, on bosse en équipe. Moi, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Donc ouais, je trouve que ça match très bien entre les 4 là. Je trouve que personne ne fait tâche. Oui, c'est pas le meilleur des matchs, encore une fois j'ai mis 3,5, mais c'est un bon combat. Je trouve que c'est vraiment un bon combat. Le public a eu du mal à rentrer dedans au tout début, et au fur et à mesure, le public est rentré dans le match grâce à la prestation de ces 4 femmes, et c'est bien. Je suis content que ces 4 femmes-là, de base, elles ne haïssent pas trop les gens, et surtout, on a eu un gros combat au tout début, et faut redescendre, c'est toujours comme ça dans le catch, et le public est bien descendu, mais est pas mal remonté avec ce combat. On va avoir une fin assez anticlimatique avec Kiana James et Fallon Henley qui vont tricher pour gagner ce match et donc devenir les nouvelles championnes par équipe. J'en parle depuis quelques semaines, ce changement de caractère, d'attitude de Fallon Henley qui, aux côtés de Kiana James qui est une heel, devient presque une heel et gagne en trichant. Et là, c'est un peu le cas. Elles gagnent en trichant, elles deviennent les championnes en trichant. Et pour le coup, je ne l'ai pas du tout vu venir. J'avais pronostiqué une victoire des championnes qui allait conserver. Non, pas du tout. Je pense qu'une histoire va se continuer. Enfin, l'histoire va continuer entre ces deux-là. Certains voient déjà Katana Chance et Kayden Carter dans le roster principal. Bon, à chaque fois qu'on dit ça, ça n'arrive pas. Donc, je ne l'imagine pas. Je pense qu'elles vont rester à NXT encore, même si pour moi, elles sont bien plus que prêtes pour aller dans le roster principal. Mais je n'ai pas envie de penser à ça. En tout cas, j'ai trouvé que c'était un bon match et que j'ai hâte de voir la suite pour Kiana James et Fallon Henley, de voir ce qu'elles vont donner en tant qu'équipe dorénavant. Apollo Crews fait face à Carmelo Hayes dans un match au meilleur des 3 manches. Ma note pour ce match est de 4/5, un match qui va durer très longtemps et c'est mon point négatif, c'est-à-dire que vu que c'est un match en plusieurs manches, donc en 3 manches sur le papier, en 3 manches gagnantes, le premier qui gagne 2 manches a gagné, ça dure longtemps, ça dure trop longtemps et pour moi c'est le point négatif. 24 minutes, j'aurais bien enlevé 5 minutes de moins. Peut-être que la première phase de ce match est un peu longue. Voilà, si j'ai un point négatif, la première phase du match où c'est un peu dans une phase d'observation, où il n'y a pas grand chose qui se passe, où juste les deux vont essayer de prendre, l'un va prendre le dessus sur l'autre, mais on est plus sur de la technique au sol, mais plutôt très simple, on n'est pas sur de la pure technique. Cette phase-là, j'avoue qu'on aurait pu la raccourcir, mais dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi l'introduction, l'entrée de Carmelo Hayes. Si pour vous, si vous n'aimez pas Carmelo Hayes, bon, tant pis. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous ne voyez pas une star sur cette entrée, moi je comprends pas. Vraiment, grosse star, l'entrée avec Trick Williams, visuellement c'était très très beau. Vraiment rien à dire. Entrée de star pour Carmelo Hayes et prestation de star, j'ai envie de dire, pour Carmelo Hayes. Je trouve que c'était un match avec un bon rythme. D'ailleurs, j'ai vu pas mal de critiques sur les réseaux sociaux des Américains sur le rythme de ce match qui pour eux était trop lent. Encore une fois, moi j'ai des griefs, j'ai un petit problème avec le début du match qui est trop lent. Mais dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment devant le combat. C'était assez dingue l'alchimie que les deux ont. J'aime beaucoup l'histoire. Enfin, l'histoire qui est entre les deux, c'est, on va dire, l'élève contre le maître ou l'ancien contre la nouvelle génération. Et dans le match, on a un peu ça. On a un Apollo Crews qui veut faire la leçon à Carmelo Hayes. Un Carmelo Hayes qui est trop arrogant parfois. Donc ça fonctionne très bien. À la surprise générale, Apollo Crews va abandonner pour le premier point de Carmelo Hayes. Et surtout, la fin de match peut faire baisser des points. Voilà, c'est-à-dire que
On a Commando Aziz qui est surnommé maintenant Dabakato, c'était son ancien nom, qui va arriver, vous saviez, c'est l'ancien partenaire d'Apollo Crews, quand il avait cette gimmick à SmackDown avec cet accent nigérian. Et Dabakato va vouloir faire une intervention, il va pas faire grand chose finalement, parce que Carmelo Hayes va gagner ce match 2-0, donc victoire de Carmelo Hayes. Et après le match, Dabakato va s'en prendre à Apollo Crews. Pas très hypé par Dabakato à NXT. Honnêtement, il y a déjà pas mal de talents à NXT, plus jeunes, peut-être plus talentueux que Dabakato. Je suis pas très chaud pour une histoire entre Dabakato et Apollo Crews pour le moment, à voir où ça va mener. Mais voilà, cette fin de match est un peu particulière. Dabakato qui arrive de nulle part. Il n'y avait pas de hype particulière, juste les gens étaient en mode mais ok, qu'est-ce qu'il fout là? C'est qui? Beaucoup, je pense, se sont demandé c'est qui. Mais voilà, cette fin de match est encore un peu bizarre. Mais dans l'ensemble, c'était quand même un beau combat que j'ai vraiment apprécié. Une grosse prestation de ces deux hommes. On enchaîne avec le New Day qui défendent leur titre de champion par équipe de NXT face à Chase U, Pretty Deadly et Gallus. C'est donc un match à 4. Ma note pour ce match est de 4,25 sur 5. Et oui, c'est le deuxième meilleur match de la soirée, c'est-à-dire qu'il est à égalité avec le premier. J'avoue que j'avais oublié que j'avais mis 4,25 à ce match. Mais voilà, en tout cas, j'ai mis 4,25 à ce match. Et pourquoi? Parce que c'était fantastique. C'est le match par équipe comme on aime. C'est-à-dire qu'il y a de l'interaction avec le public. Il y a des combos faits par équipe qui sont vraiment très cool. Dans toutes les équipes d'ailleurs. Même si je trouve que Gallus est un peu en retrait. Surtout sur les 2 tiers du combat. Sur la fin du match, ils sont bien mis en avant et font la différence. Mais sur les 2 premiers tiers, ils sont pas là. Mais surtout, moi, c'est dès le début du match, ils ont été très malins. Ils ont mis Pretty Deadly et le New Day pendant quelques minutes ensemble. Et ça fonctionne très bien entre ces deux-là. Ils se sont déjà affrontés. Ils ont même fait des matchs en live event ensemble. Et ça fonctionne. C'est-à-dire que le côté comédie de Pretty Deadly est assez fantastique. Ils me font beaucoup rire. Avec le New Day, ça fonctionne très bien. Sur le ring, il y a une vraie alchimie. Sur le ring, Pretty Deadly, c'est très costaud. Pretty Deadly, pareil, ça n'a plus rien à faire à NXT. Enfin, c'est une équipe qui est largement prête pour le roster principal, qui est largement prête pour faire du très lourd dans le roster principal. Mais bref, vraiment, c'était une très bonne idée de les mettre ensemble dès le début parce que ça a donné un vrai bon rythme à ce match. Et après, je me suis régalé. Il y a vraiment une énorme pop pour le New Day, ce qui fait qu'au tout début, Chase U, qui est censé être l'équipe la plus over à NXT, on va dire, bien, sont un peu en dessous. C'est-à-dire que, ils se font presque huer des fois parce que c'est le New Day. Et donc, tu te dis merde, moi qui voulais voir Chase U avoir de grosses pop, etc. devant beaucoup de gens parce que pour moi leur gimmick est vraiment très bonne et va vraiment fonctionner sur beaucoup de monde dans le roster principal. Là j'étais déçu sur un premier temps. Et en fait, non, dès qu'ils sont sur le ring, dès que il n'y a pas le New Day sur le ring, les gens sont à fond derrière Chase U. Quand Chase nous fait son classique C-H-S-E-U, Chase U, le public est à fond, c'est l'une des plus grosses pop de la soirée, voire la plus grosse pop de la soirée. Ça fonctionne très bien et j'en étais persuadé qu'avec le grand public, avec un public plus large, la gimmick d'André Chase et donc de la Chase University, ça fonctionnerait. Et j'en suis toujours persuadé. Mais ouais, bref, c'est un super combat par équipe. La fin aussi est plutôt cool avec Gallus qui vont finalement faire passer à travers la table un membre, je crois que c'est Duke Hudson qui avait fait d'ailleurs un super hot tag auparavant. Duke Hudson, top dans cette gimmick, vraiment rien à dire. De base, c'était pas très bien parti, mais il est vraiment au top maintenant. Et finalement, Gallus vont faire le tombé gagnant sur le New Day pour devenir les nouveaux champions par équipe. J'avoue que de base, c'est ce que j'avais pronostiqué, mais je suis allé sur Chase U quand Chase U a été intégré à ce match. Mais pour moi, ça fait sens. Voilà, Gallus vient de revenir. On va essayer de rapporter du sérieux dans cette division par équipe. Gallus, c'est une très bonne équipe. J'ai rien à dire là-dessus. Maintenant, en termes de gimmick, c'est sûr que c'est très en dessous de tout ce qui se passe à NXT. Mais en termes d'in-ring, c'est très costaud. Et surtout, ils ont fait le tomber sur le New Day. Ce qui fait que ça conserve encore une possible affiche entre Chase U, Gallus, ce qui est plutôt très malin. Bref, c'était un vrai bon combat par équipe et je me suis régalé. Pour moi, c'est ça le catch, vraiment. C'est-à-dire qu'on interagit avec le public et on a du catch pur sur le ring. Bref, c'était un régal. Roxanne Perez défend son titre de championne NXT face à Toxic Attraction. Un match à 3 donc. Ma note pour ce combat est de 4 sur 5. Une excellente note encore pour un excellent combat.
j'ai pas grand chose à dire de négatif sur ce match. Je crois que je n'ai rien de négatif à dire sur ce match. Sur ce qu'il fait, c'est un match de 15 minutes. Il est parfait. C'est-à-dire que moi, ce que j'attendais, ce qu'on attendait tous, et ce qui est un peu le but, et on va dire le départ de l'histoire, c'est finalement la trahison ou non de Toxic Attraction. Est-ce que les deux vont se trahir? Est-ce que les deux vont se battre? Bon, au bout de 5 minutes, ça arrive dans ce combat parce que l'une va mettre un mauvais coup de pied à l'autre et ensuite ça va dégénérer. Donc ça part plutôt vite entre les deux. Mais ce que j'aime aussi, c'est qu'à plusieurs reprises dans le match, elles se frappent, mais elles refont équipe. C'est-à-dire que, ouais, elles veulent gagner. Bon, ça c'est clair, chacun veut gagner le titre. Mais elles comprennent qu'à certains moments, faut faire équipe pour battre la championne Roxanne Perez. Et ça, j'avoue que j'aime beaucoup en termes de construction d'équipe, en termes de construction de storyline. Je trouve que c'est plutôt très bien fait. Je trouve que Jessie Jane fait une très très grosse performance. Elle qui est appelée la troisième roue du carrosse, qui est, voilà, en tout cas qui, comment dire, la cinquième roue du carrosse par contre, mais la troisième roue, je crois qu'on dit la troisième roue, je sais plus comment on dit. Mais en tout cas, elle qui est appelée comme ça depuis qu'elle est dans Toxic Attraction, je trouve pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, je suis presque déçu pendant le match parce que le public va chanter Let's Go Gigi et Let's Go Roxy comme s'il n'y avait que les deux sur ce match. Et je trouve que c'est pas mérité sur ce combat-là, même si Gigi fait une grosse performance. Je trouve que Jessie Jane, c'est elle, avec Roxanne Perez, qui fait la plus grosse performance. Et donc j'étais presque déçu pour elle, qu'elle n'ait pas son chant. Je comprends d'ailleurs pourquoi Gigi a son chant. Je pense qu'on a tous compris, on a tous des yeux. Mais voilà. Mais en tout cas, ouais, c'était un excellent combat. D'ailleurs, en parlant de Gigi, j'ai l'impression que dans ce match, il n'y a pas un changement de gimmick, mais il y a ce côté fou, folle de Gigi qui ressort. De ce que je sais, Gigi Dolin, qui était Priscilla Kelly, si je ne me trompe pas, avant d'arriver chez NXT et WWE, elle avait un personnage assez atypique, assez particulier. Et je crois que là, sur ce match-là, on s'en rapproche un peu. Et je pense que si elle se retrouve en solo, on va retrouver peut-être ce personnage un peu fou. Et en tout cas, là, il y a eu des petits teasers dans ce combat, je trouve. Bref, c'est vraiment un excellent combat, je me régale. Il y a de superbes spots. Et finalement, c'est Roxanne Perez qui va conserver son titre et qui va donc gagner ce combat. Et à la fin, finalement, Toxic Attraction, elle reste amie. C'est-à-dire que tu sens que c'est pas la fin entre Jessie Jane et Gigi Dolin. Tu sens que voilà, c'était peut-être pour ce combat, mais que c'est pas la fin définitive de Toxic Attraction. Et je pense que c'est plutôt une bonne idée. Faut pas terminer ça maintenant lors d'un match comme ça à Vengeance Day. Non. Faudra vraiment créer un segment si on veut terminer cela. Mais bref, Roxanne Perez est une championne très très crédible. Elle fait encore une énorme prestation. Elle a 21 ans. Que dire de plus? Voilà, l'avenir est là et même du côté de Gigi Dolin et Jessie Jane, je crois qu'elles n'ont que 26 ans et 27 ans. Donc on est bien. On est très très bien du côté de la division féminine de NXT. Et le main event, Bron Breakker défend son titre de champion NXT face à Grayson Waller dans un match en cage. Ma note pour ce combat est de 4. 4 parce que c'était encore une fois excellent. C'est le mot de la soirée, excellent. Mais en même temps, à NXT en ce moment, on prône l'excellence. Et j'aime beaucoup cela. Comment dire? J'avais déjà beaucoup hâte de voir ce match parce que il y a eu une cassure dans cette histoire entre les deux, c'est ce match à New Year's Evil où on n'a pas eu vraiment de fin, où là j'étais assez énervé de nous faire un combat et qu'on n'ait pas de vraie fin. J'ai été énervé. Le truc c'est qu'ils se sont bien relancés derrière parce que Grayson Waller, il faut le dire, a porté cette histoire, a porté cette storyline. Pas que Bron Breakker ait été mauvais, mais c'est Waller qui a été formidable dans cette histoire. Il est allé dans tous les shows, il est allé à NXT faire toutes les promos possibles pour chercher Bron Breakker, pour énerver Bron Breakker et pour nous énerver nous aussi, parce qu'il est agaçant. Grayson Waller est agaçant, il est énervant. Vraiment, c'est assez incroyable à quel point il a une tête à claque. Mais c'est ce qu'on aime, rien que sur son entrée. Mais voilà, il est entouré de femmes, il est avec du champagne. Bref, il est agaçant. Il est agaçant. Et pendant tout le match, il est agaçant, mais il est exceptionnel dans son rôle. À chaque fois, je le dis, mais voilà, le in-ring, c'est bien, mais quand tu as un personnage qui est aussi abouti que celui de Grayson Waller, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux et il est abouti, il est incroyable, il est formidable. Pendant ce match, il va vraiment me faire beaucoup rire. Vraiment, déjà, il fait une introduction en backstage où il a, vous savez, cette sorte de cotte de maille sur la tête à la manière de Scott Steiner, vous savez, de l'oncle de Bron Breakker.
ça rend pas pareil sur, sur Grayson Waller. Donc voilà, il cherche. Pendant le match, il va imiter forcément les cris de chien, enfin de loup, de chien, appelez ça comme vous voulez, de Bron Breakker, voilà, qu'il fait assez souvent, un peu sa marque de fabrique. Il va l'imiter, mais en imitant vraiment un caniche, quoi. Vraiment, il va faire semblant de pisser d'uriner, pardon, sur Bron Breakker tel un chien. Bref, vraiment, il fait des trucs débiles, stupides pendant ce combat, mais c'est divertissant, ça fonctionne. Et surtout, ce combat, ce que j'aime, c'est que c'est un match en cage, mais une stipulation a été rajoutée au dernier moment. On n'a pas le droit de s'échapper de la cage. On ne gagne pas le match en s'échappant de la cage. Et moi qui n'aime pas les matchs en cage en partie pour ça, et ben là du coup, ça a enlevé mon dégoût, enfin le fait que je n'aime pas ces matchs-là, ces types de matchs-là, ça l'a clairement enlevé parce que ouais, c'est un match plutôt classique avec la brutalité, la dureté de la cage. Et j'avoue que j'aime beaucoup. Je trouve que Breakker, bon, on en parle tout le temps, mais je comprends pas comment on n'arrive pas à voir qu'il est le futur, qu'il est extraordinaire, qu'il est incroyable alors qu'il ne catch que depuis 1 an et demi. J'avoue que j'ai du mal à comprendre comment on ne voit pas le talent de Breakker. Vraiment, ça me dépasse. Vraiment, ça me dépasse énormément et je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'aime beaucoup la fin de match où tu as un Bron Breakker qui n'en peut plus, qui veut faire son enchaînement et qui va vraiment faire du trash talk, j'ai envie de dire, à Grayson Waller. D'ailleurs, sur ce trash talk, j'ai vu des bêtises. Et je vais m'énerver un peu, mais j'ai vu et voilà. Il trash talk, Bron Breakker trash talk Grayson Waller. Il fait du Roman Reigns. Voilà, il fait du Roman Reigns. Il copie Roman Reigns. Vous savez, Roman Reigns a l'habitude pendant les combats de parler à son adversaire. Et on l'entend bien à la caméra et ça fonctionne très bien. Et Bron Breakker va le faire là. On va le faire pendant ce match. Mais les gars, on va pas se plaindre que ton plus jeune joyau, ton plus jeune talent s'inspire de la superstar ultime aujourd'hui à la WWE. On va pas se plaindre qu'un jeune talent comme Breakker qui apprend encore, justement s'inspire des meilleurs. Je veux dire, je préfère qu'il s'inspire de Roman Reigns que du Great Khali. Enfin, à un moment donné, moi j'ai aimé ce moment-là parce qu'il s'inspire des meilleurs. Ouais, ok, vous pouvez dire que c'est copié ou non, j'en sais rien. Moi je trouve que c'est de l'inspiration et que c'est très bien fait, au bon moment et que ça fonctionne très bien. Bron Breakker va ensuite porter un spear titanesque sur Grayson Waller. Le spear, vraiment, Grayson Waller va faire la moitié du ring avec ce spear. C'est l'un des plus gros spears que j'ai jamais vu. Je pense que c'est le plus gros spear que j'ai jamais vu. Breakker va à 2000 à l'heure dans les cordes. J'ai jamais vu quelqu'un qui allait aussi vite dans les cordes, à part Brock Lesnar. C'est impressionnant. Et donc Breakker va remporter ce match et donc conserve son titre. C'est ce que j'avais pronostiqué et c'est très bien. Et l'après-match va nous intéresser à un Carmelo Hayes qui va venir se confronter à Bron Breakker. Donc clairement, NXT Stand and Deliver, le PLE qui aura lieu lors de WrestleMania. Ouais, ça va être Breakker face à Carmelo Hayes, le match qu'on attend tous depuis quasiment 1 an. Et on va la voir et ça sent très bon. Donc j'ai très hâte. Je trouve qu'on termine sur une très bonne note. Le petit teaser, Carmelo Hayes, Bron Breakker. Bref, c'était parfait. Bilan de ce NXT Vengeance Day 2023. Excellent show. Encore une fois, le fait qu'on soit dans une grosse salle, 5000 personnes, qu'on soit dans un autre environnement que le Performance Center, ça change beaucoup de choses et ça rend une ambiance dingue. Ça nous rappelle un peu l'époque des NXT TakeOver, bien évidemment à un degré moindre parce que là on est quand même sur de jeunes talents sur la plupart des matchs. Donc ouais, moi j'ai trop aimé, j'ai passé un excellent moment et j'ai envie d'en voir d'autres. J'ai envie de voir d'autres PLE dans d'autres endroits. J'en ai marre des shows au Performance Center, vraiment j'en ai marre. Là ça va être dur le prochain PLE. Enfin, les prochains PLE, s'il y en a d'autres au Performance Center, ça va être dur parce que quand tu as vécu ça, quand tu vis ça, là, avec 5000 personnes, t'as pas envie de revenir au Performance Center. Donc j'espère que ça va leur servir possiblement à grandir leur audience et à faire en sorte qu'ils peuvent aller dans d'autres shows, d'autres arènes de 4, 5000, 6000 personnes. Parce que ouais, ça va faire vraiment du bien à NXT. Ma note pour ce show, on est sur un bon 8 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve dès mardi pour ma review de Raw. Salut